voudrais être une mémé un jour à la campagne avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre. Romy Schneider est morte le 29 mai 1982 dans son appartement parisien, à seulement 43 ans. Cette phrase, brutale dans sa simplicité, a traversé la France comme une déchirure. Une étoile s'est éteinte, et avec elle, un éclat de l'âme du cinéma français. Ce matin-là, aux 11 rue du Général Appert, il n'y avait plus que le silence, un silence épais, presque palpable, pour accueillir la lumière timide du jour. Quelques heures plus tôt, la vie semblait suspendue autour d'elle. Les journaux étaient encore pliés sur le seuil, la bouilloire froide sur le comptoir, et dans le salon, le désordre ordinaire d'une nuit où l'on n'attendait pas la fin. Mais la fin, elle, était venue, implacable. Pour le public, Romy restait à jamais la jeune impératrice Sissi, le sourire lumineux, les yeux pleins de promesses. Mais derrière l'icône, il y avait la femme, blessée, endeuillée, luttant depuis un an contre un chagrin qu'aucune caméra ne pouvait filmer. Depuis la perte de son fils David, chaque jour était une bataille silencieuse. Quand la nouvelle tomba, Paris s'arrêta un instant. Les amis se murèrent dans le mutisme, Alain Delon baissa les yeux et se retira dans son chagrin. Les caméras fixèrent la façade immobile, espérant lire dans ses murs les réponses qu'aucune enquête ne donnerait vraiment. C'est cette histoire, celle de ses derniers jours, de ses blessures cachées et de la beauté fragile d'une femme qui avait tout donné à l'écran, que nous allons raconter aujourd'hui. La nouvelle de la mort de Romy Schneider n'était pas seulement un fait divers mondain. C'était l'écho final d'une série de secousses intimes, accumulées comme des vagues qui finissent par briser une digue. Depuis plusieurs années, la vie de l'actrice semblait avancer sur un fil tendu, oscillant entre instants de grâce et chutes vertigineuses. Un an plus tôt, en juillet 1981, un drame inimaginable avait fendu son existence en deux. David, son fils de 14 ans, ce jeune garçon au sourire lumineux, était parti d'une manière aussi absurde qu'injuste. Romy, qui avait déjà connu les blessures sentimentales et les trahisons médiatiques, se retrouvait face à une perte que ni les mots ni les rôles ne pouvaient apaiser. Elle se jetait parfois dans le travail, parfois dans de longues soirées solitaires, cherchant dans le silence ou dans l'ivresse la promesse illusoire d'un apaisement. À cela s'ajoutait le poids des échecs sentimentaux. Son premier mariage avec l'acteur allemand Harry Meyen avait sombré dans une incompréhension grandissante, ponctuée d'épisodes orageux. La rupture avec Alain Delon, bien que restée amicale, avait laissé en elle une empreinte indélébile, celle d'un amour inachevé, transformé en complicité fraternelle, mais chargé d'une mélancolie persistante. Son second mariage, avec Daniel Biasini, s'était lui aussi dissous, laissant derrière lui une relation complexe, oscillant entre tendresse et ressentiment. Le succès, paradoxalement, ne la protégeait plus. Chaque nouveau rôle, aussi puissant soit-il, se heurtait à une question lancinante. À quoi bon incarner la passion, la douleur ou la joie à l'écran quand, hors champ, le cœur bat dans le vide? Dans les interviews, ses yeux trahissaient parfois une fatigue que ses mots tentaient de dissimuler. Les amis proches parlaient d'elle comme d'une femme épuisée par la vie, mais qui refusait de se retirer. Elle continuait à lire des scénarios, à envisager des tournages, comme si le cinéma était son dernier lien tangible avec le monde. Pourtant, derrière cette persistance, se cachait une réalité plus sombre. Paris, qu'il avait adoptée, pouvait être une ville cruelle pour ceux qui, comme elle, rentraient le soir dans un appartement vide. L'isolement, l'écho de ses souvenirs et l'absence de David tissaient une toile invisible autour d'elle. C'est dans ce tissage de douleur et de silence que se préparait, sans qu'elle le sache, l'épilogue de sa propre histoire. Pour comprendre la fin de Romy Schneider, il faut revenir à son commencement. Son histoire commence loin de Paris, loin des plateaux des studios français, à Vienne, le 23 septembre 1938, sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach. Elle naît dans une famille déjà marquée par le cinéma. Sa mère, Magda Schneider, est une actrice populaire en Allemagne, et son père, Wolf Albach-Retty, un acteur reconnu. Dès l'enfance, Romy respire les odeurs de maquillage de théâtre et entend les chuchotements des coulisses. En 1953, à seulement 15 ans, elle débute au cinéma. Mais c'est en 1955, avec le rôle de l'impératrice Élisabeth d'Autriche dans Sissi, que le destin frappe fort. Le film, et ses deux suites, la transforment en une idole européenne.
Les spectateurs tombent amoureux de cette jeune femme à la beauté pure, au sourire qui semblait promettre un monde sans ombre. Mais pour Romy, cette image de princesse allait vite devenir une cage dorée. En 1958, sa vie bascule encore une fois, elle rencontre Alain Delon lors du tournage de Christine. Entre eux, c'est une évidence immédiate. Ils vivent une passion intense, médiatisée, parfois orageuse. Romy quitte l'Allemagne pour s'installer à Paris, apprend le français et entame une nouvelle phase de sa carrière. Elle tourne avec les plus grands réalisateurs. Visconti, Boccace 70, Clément, Plein Soleil, Sautet, Les choses de la vie, César et Rosalie, Tavernier, La Morte, Indirect. Chaque rôle est une tentative d'échapper à Sissi, de prouver qu'elle peut incarner la complexité, la douleur, le désir, la révolte. Mais le succès ne la préserve pas des blessures intimes. Sa rupture avec Delon en 1964 est un choc, même si leur amitié durera jusqu'au bout. Elle se marie avec l'acteur allemand Harry Meyen, avec qui elle aura David, son fils chéri. Mais le mariage s'envenime, tension, incompréhension, éloignement. Après leur divorce, Meyen met fin à ses jours en 1979, ajoutant un poids de plus sur les épaules de Romy. Les années 1970 la voient au sommet de son art. Ses films avec Claude Sautet dessinent le portrait d'une femme moderne, fragile mais forte, en quête de vérité dans un monde instable. Elle reçoit des Césars, des éloges, mais derrière les projecteurs, la fatigue se fait sentir. En 1975, elle rencontre Daniel Biasini, qu'elle épouse. Ils ont ensemble Sarah, une petite fille qui deviendra son dernier ancrage lumineux. Mais le mariage s'effrite, et en 1981, la tragédie frappe. David, âgé de 14 ans, meurt dans un accident domestique. Romy, anéantie, ne s'en remettra jamais vraiment. Les tournages qui suivent sont imprégnés de cette douleur. Dans La Passante du Sans-Souci, son dernier film, elle joue aux côtés de Michel Piccoli, une femme marquée par la perte, un rôle qui ressemble trop à sa propre vie pour n'être qu'une coïncidence. À travers ces décennies, Romy Schneider n'aura cessé de chercher un équilibre entre la lumière des plateaux et les ombres de sa vie privée. Son regard, si expressif à l'écran, portait en lui les deux mondes à la fois, celui des rêves que l'on offre au public et celui des blessures qu'on garde pour soi. L'année 1981 avait laissé sur Romy Schneider une empreinte indélébile. La disparition de David, survenue un soir d'été, avait bouleversé son univers d'une manière irréversible. Les amis proches, comme l'actrice Simone Signoret, savaient que ce drame était bien plus qu'une épreuve. C'était une fracture intime qui ne guérirait jamais. Dans les mois qui suivirent, Romy s'accrochait à ce qui lui restait, sa fille Sarah, quelques amis fidèles, et le cinéma, ce miroir où elle pouvait encore, parfois, oublier la réalité. En 1982, elle vivait dans un appartement parisien simple, presque modeste pour une actrice de sa stature. Les murs portaient peu de souvenirs visibles, quelques photographies encadrées, des livres éparpillés, des scénarios annotés à la main. Sur la table basse, un cendrier débordait souvent, à côté d'un verre de vin rouge à moitié plein. Les nuits étaient longues, parfois peuplées de conversations téléphoniques avec des amis à l'autre bout du monde, parfois noyées dans un silence lourd. Malgré la douleur, Romy ne voulait pas s'éteindre hors de l'écran. Elle accepta de tourner La Passante du Sans-Souci, inspirée d'un roman d'Yves Gibault. Le tournage, marqué par une atmosphère mélancolique, fut physiquement et émotionnellement exigeant. Les techniciens remarquaient sa concentration, mais aussi ses absences soudaines, ces moments où son regard semblait se perdre loin du plateau. Michel Piccoli, son partenaire à l'écran, confiera plus tard que jouer face à Romy, cette année-là, c'était comme dialoguer avec une femme déjà à mi-chemin entre ici et ailleurs. Elle recevait encore des offres de rôle, mais hésitait à s'engager. Certains scénarios restaient ouverts sur son bureau, avec des passages surlignés et des marges couvertes de notes, comme si elle préparait encore une prochaine renaissance. Pourtant, physiquement, les signes d'épuisement se multipliaient. Perte de poids, migraine persistante, fatigue chronique. Dans ses rares interviews de cette période, ses mots oscillaient entre lucidité et désenchantement. Elle parlait de l'amour comme d'un pays lointain et du cinéma comme d'un refuge fragile. Aux photographes, elle offrait encore ce sourire célèbre. Mais les clichés montraient une femme
dont le regard avait changé plus profond, mais aussi plus fatigué, comme si chaque battement de cils pesait. Au printemps 1982, Paris s'emplissait des couleurs douces du retour des beaux jours. Mais pour Romy, cette saison n'annonçait pas un renouveau. Les promenades dans le quartier se faisaient rares. Les visites d'amis, espacées. Les rires de Sarah, sa fille, semblaient être la dernière musique capable de traverser le voile de son chagrin. Ce fut dans ce climat, où chaque journée ressemblait à une fragile trêve, que s'approchait, lentement, mais inexorablement, le dernier chapitre de sa vie. Un chapitre que personne, autour d'elle, n'avait vraiment vu venir, mais que rétrospectivement, tous comprirent comme une suite logique de blessures jamais refermées. La nuit du 28 mai 1982 s'est installée doucement sur Paris. Dans l'appartement de la rue du Général Appert, les bruits de la ville se faisaient lointains, comme assourdis par un rideau invisible. Romy était là, seule, dans ce décor familier. Le canapé couvert d'un plaid, la lampe basse diffusant une lumière ambrée, quelques feuilles éparses sur la table. Sur l'une d'elles, des notes manuscrites, peu, être pour un futur rôle, peu, être pour un projet que personne ne lira jamais. Elle avait parlé à une amie plus tôt dans la soirée. Une conversation simple, presque banale. Quelques souvenirs échangés, un rire léger, un « à bientôt » murmuré. Mais dans sa voix, il y avait cette nuance à peine perceptible, un mélange de fatigue et de tendresse, comme si chaque mot pesait un peu plus qu'il ne devrait. À travers la fenêtre entr'ouverte, l'air de mai entrait, tiède, portant l'odeur lointaine de la pluie sur les pavés. Romy s'était assise près du bureau, un verre à portée de main, une cigarette se consumant lentement entre ses doigts. Le tic-tac discret d'une pendule rythmait la pièce. Plus tard dans la nuit, les lumières se sont éteintes une à une. Le silence a repris sa place. Paris continuait de vivre dehors, les voitures passaient, un chien aboyait au loin, mais ici, le temps semblait suspendu. Le matin du 29 mai, lorsque l'on frappa à sa porte et qu'aucune réponse ne vint, l'inquiétude monta vite. La serrure céda, la lumière du jour entra dans la pièce, et l'on comprit que Romy ne se lèverait plus. Elle était partie, discrètement, comme on s'éclipse d'une fête trop bruyante, sans prévenir, laissant derrière elle un vide impossible à combler. La nouvelle se répandit en quelques heures. Les radios interrompirent leur programme, les rédactions bousculèrent leurs unes. Sur les visages de ceux qui l'avaient aimée, l'incrédulité se mêlait à la douleur. Alain Delon, joint par téléphone, resta silencieux un long moment avant de simplement souffler. Elle était ma petite sœur, et maintenant, elle n'est plus. Ce départ, si soudain, n'emportait pas seulement une femme, mais tout un pan de l'imaginaire collectif français. Le rideau venait de tomber, laissant la salle dans l'ombre, et plus personne n'osait applaudir. Romy Schneider n'est plus depuis ce matin de mai 1982, mais son image n'a jamais quitté les mémoires. Dans l'inconscient collectif, elle reste cette femme au regard lumineux, capable d'exprimer en un seul souffle la joie, le désir, la douleur et la tendresse. Peu d'actrices auront su, comme elle, incarner à ce point la vérité humaine, nue et désarmée, sur un écran. Ces films continuent de vivre, traversant les générations. Sissi fait toujours rêver les amoureux de contes de fées, tandis que les choses de la vie ou la passante du sans-souci résonnent comme des échos de son propre destin. Les rétrospectives, les documentaires, les hommages télévisés la ramènent régulièrement dans la lumière, et chaque image, chaque réplique, chaque sourire semble aujourd'hui chargé d'une intensité nouvelle, celle qu'on accorde aux souvenirs précieux. Pour ceux qui l'ont connue, Romy n'était pas seulement une star, elle était une amie généreuse, une mère passionnée, une femme en perpétuelle quête de sincérité. Sa fragilité n'était pas une faiblesse, mais une vérité assumée. C'est être cela qui explique pourquoi son départ a laissé un vide si particulier. Il ne s'agissait pas seulement de la perte d'une actrice, mais de l'extinction d'une présence profondément humaine. Plus de 40 ans après sa disparition, Romy Schneider continue d'émouvoir. Les jeunes spectateurs la découvrent, les anciens la retrouvent, et tous, inévitablement, se sentent touchés par cette beauté teintée de mélancolie. Son histoire nous rappelle que derrière les projecteurs et les sourires se cachent parfois des batailles silencieuses et que même les étoiles les plus brillantes peuvent se consumer trop tôt. Romy nous a quittés discrètement, mais elle nous a laissé quelque chose d'inestimable. Une œuvre qui parle au cœur et à l'âme, et un visage que le temps n'effacera jamais. La plus belle tristesse du cinéma français n'a pas disparu, elle vit, à chaque projection,
dans le regard de ceux qui l'aiment encore.